Que ce soit par nostalgie ou parce qu'ils ont un rôle à jouer dans une nouvelle intrigue, les retours d'anciens catcheurs sont très fréquents à la WWE. Mais tous les retours ne sont pas emblématiques. En fait, certains se sont révélés tout simplement terribles. Quels sont les catcheurs qui ont eu les retours les plus inutiles? Restez avec nous pour le découvrir. Pour commencer notre liste, nous avons le Comeback Master, Scott Steiner. Seulement, il n'a pas ce titre pour la raison que vous pensez. Cette liste est destinée aux anciens du catch. Vous pouvez donc prendre quelques notes si vous ne vous intéressez au catch que depuis une dizaine d'années. Bien qu'il fasse partie du Hall of Fame de la WWE, il est un peu difficile de parler de lui comme d'une légende de la WWE, non seulement à cause de son terrible retour sur le devant de la scène, mais aussi parce qu'il a travaillé pour un grand nombre de compagnies. Steiner est devenu professionnel dans un circuit indépendant d'Indianapolis avant d'être engagé par la WCW en 1989. Après quelques années, il a été engagé par la WWE, y a passé 2 autres années, est passé à la NJPW, puis à l'ECW, est revenu à la WCW avant de faire son retour à la WWE. Et ce n'était pas son dernier arrêt. Steiner a ensuite fait 3 séjours à la TNA, a travaillé au World Wrestling Council, a travaillé sur le circuit indépendant avant ses plus récentes apparitions à la National Wrestling Alliance en 2020. Vous conviendrez sans doute que ce type n'est vraiment pas doué pour dire au revoir. C'est pourquoi nous l'avons étiqueté au Comeback Master Tom. Nous devons cependant souligner que Scott Steiner était un catcheur plutôt décent. Il a été 4 fois champion du monde dans toutes les promotions où il a travaillé. Cependant, ses meilleurs moments ont eu lieu lorsqu'il luttait avec son frère aîné, Rick, sous le nom de The Steiner Brothers. Ensemble, ils ont remporté de nombreux titres par équipe, dont le championnat par équipe de la WWF. Son passage de 2 ans dans la compagnie de Vince McMahon s'est terminé en 1994, et tout le monde semblait avoir oublié Scott Steiner, jusqu'à ce que l'angle de l'invasion commence en 2001. Steiner était l'une des plus grandes stars de la WCW au cours des dernières années, ce qui a conduit à la fermeture de la promotion. De manière assez surprenante, plutôt que de rejoindre la plupart de ses collègues à la WWE après la fermeture de la WCW, Steiner a fait patienter McMahon. Il a choisi de chercher d'autres opportunités, comme travailler pour les World Wrestling All-Stars, pendant que la WWE essayait de le convaincre de revenir. Il finit par le faire lors des Survivor Series 2002 au Madison Square Garden, et les fans sont impatients de le voir revenir. Lors de ses premières minutes de retour, le Big Bad Booty Daddy a réussi à battre Chris Nowinski et Matt Hardy et à faire une promo d'enfer. McMahon devait être sûr d'avoir touché le jackpot, mais il s'est trompé. Ce spectacle de retour s'est avéré être le meilleur moment de son retour, car Steiner a eu du mal à impressionner les fans. Son gimmick entier a été considéré comme ringard et ses capacités techniques médiocres ont été lourdement examinées. La WWE a tenté de sauver ses actions en chute libre en l'associant à Triple H. Devinez quoi? Même l'un des plus grands de l'histoire de la compagnie n'a pas réussi à donner une bonne image de Steiner. En fait, leur Royal Rumble match a été élu par la Wrestling Observer Newsletter au Worst Worked Match. Oui, c'était si mauvais que ça. Steiner a souffert de quelques blessures qui n'ont pas aidé non plus, et son dernier match dans la compagnie s'est terminé par son élimination par Booker T du Royal Rumble match après seulement 6 minutes. Scott Steiner est passé du statut de challenger au titre mondial en janvier à celui d'absent de la carte de WrestleMania, ce qui résume bien l'échec de son retour à la WWE. Il semblerait qu'il ait appris de cette expérience, car ses multiples retours à la TNA ont toujours été bien accueillis par les fans. Une autre catcheuse qui a fait un retour inutile est Sable. Vous avez probablement entendu parler de Rena Marlette Lesnar quelque part sur Internet, que ce soit en référence à son temps à Hollywood ou à sa couverture emblématique du magazine Playboy ou simplement en tant qu'épouse de Brock Lesnar. Quelle que soit la façon dont vous avez découvert Sable, croyez-nous,
la véritable histoire de la carrière de cette femme est plutôt du genre « il fallait être là ». Rena, l'une des femmes les plus sexy et les plus séduisantes de l'histoire de la WWE, a grandi en Floride en pratiquant activement de nombreux sports, de la gymnastique à l'équitation, en passant par le softball. Elle s'est ensuite lancée dans le mannequinat au début de la vingtaine, avant de tenter une carrière dans le catch professionnel, ce qui lui a valu le nom de Sable. Beaucoup de gens l'ignorent, mais lorsque cette femme a été engagée par la WWE en 1996, elle n'était pas destinée à devenir un personnage de ring aussi important. En fait, elle est entrée à la WWE en tant que valet et manager de son vrai mari de l'époque, Wildman, Marc Mero. Cependant, lorsque Mero s'est blessé en 1997, Sable a réussi à se faire une réputation et a rapidement été intégré au roster principal. Au cours des 2 années suivantes, Sable est devenue l'une des femmes les plus connues de l'industrie du catch, devenant seulement la 2e championne féminine de la WWE. Elle a également eu de nombreuses querelles intéressantes avec Luna Vachon et Jacqueline, ce qui a permis d'attirer l'attention sur le catch féminin dans son ensemble. Malheureusement, tout cela a pris fin à l'été 1999 lorsque Sable a annoncé qu'elle quittait la WWE, et pas seulement. Dès son départ, elle dépose une plainte de 110 millions de dollars contre ses anciens employeurs, invoquant des allégations de harcèlement sexuel et de conditions de travail dangereuses. La plainte de Sable affirme que le front office de la WWE a essayé de la forcer à montrer plus de peau qu'elle ne le souhaitait, parmi d'autres problèmes. Sans surprise pour l'époque, les autres détails de la plainte n'ont jamais fait la une des journaux, le procès ayant été réglé à l'amiable. Sable a ensuite passé les 4 années suivantes à essayer de faire décoller sa carrière d'actrice. Mais tout ce qu'elle a obtenu, ce sont des apparitions dans des séries télévisées comme Pacific Blue. Le seul fait marquant de cette période, loin du ring, est la couverture de ce qui reste l'un des numéros les plus vendus de l'histoire du magazine Playboy. Finalement, en 2003, elle a exprimé son désir de revenir à la WWE et a été re-signée. Mais cela ne s'est pas passé comme ses fans l'auraient espéré. La femme autrefois aimée et admirée pour son gimmick d'icône féministe contemporaine pleine d'esprit, qui était une perspective rare pour les catcheuses de la WWE, est redevenue un simple sex symbol. Sable a fait son retour surprise lors d'un épisode de SmackDown en avril 2003, et il semblait qu'elle allait reprendre le rôle de méchante qu'elle avait laissé derrière elle, puisqu'elle a entamé une querelle avec Tori Wilson, une autre cover girl de Playboy. Les fans ont adoré, mais cet angle n'a duré que quelques minutes. Et peu de temps après, Sable n'était plus qu'un sex symbole. Elle a passé tout son retour, qui a duré un peu plus d'1 an, à participer à des concours de bikini et de lingerie ou à des combats trash en coulisses avec des personnes comme Stephanie McMahon. Le pire, c'est que Vince McMahon a fait d'elle sa maîtresse et son jouet. Bien que Sable soit mariée à Marc Mero, superstar de la WWE à l'époque, elle a été amenée à participer à de nombreux segments osés, dont un où tous ses seins ont été dévoilés à la caméra. Pour savoir à quel point les choses ont dégénéré, regardez notre vidéo sur les images les plus troublantes de Vince McMahon allant trop loin. C'est peut-être ce qui a fait sortir les fans de leur siège à l'époque. Mais tous ceux qui ont connu Sable lors de son premier passage à la WWE savaient qu'elle était bien plus qu'un joli visage et un corps magnifique. Ses rôles trop sexualisés étaient plutôt réservés à d'autres divas, et c'est ce qui est apparu clairement lorsque Sable a eu du mal à donner ses répliques et à jouer correctement des rôles aussi dévalorisants. Certains pensent que Vince McMahon l'a intentionnellement mise dans de tels rôles comme une sorte de punition pour avoir déposé des plaintes contre sa compagnie. D'autres pensent que Sable a provoqué cette situation en devenant un visage fréquent sur les couvertures des magazines Playboy. Quoi qu'il en soit, le fait indiscutable est que sa carrière et sa réputation dans le monde du catch auraient très bien pu se passer des mois qu'elle a passé à jouer les maîtresses. Sable a finalement été libérée par la compagnie en août 2004 et a travaillé pour la New Japan Pro Wrestling entre 2006 et 2007, mais elle n'est plus remontée sur le ring depuis.
D'une légende délabrée à une autre, nous avons Marty Jannetty. Pour ceux qui connaissent Marty Jannetty, la seule bonne question à poser est lequel de ces retours n'était pas nécessaire. Et même si nous aimerions répondre simplement en disant chacun d'entre eux, nous allons vous donner un bref aperçu et vous laisser décider. Commençons par là où tout a commencé, la Mid-South Wrestling en 1983 où Jannetty a été formé par Jerry Oates. Après cela, il a catché à la Central States Wrestling pendant 2 ans, entre 1984 et 1986, où il a rencontré Shawn Michaels, un autre débutant. Oui, le même Heartbreak Kid. Ensemble, Jannetty et Michaels forment ce qui pourrait devenir la plus grande équipe de catch de tous les temps, les Midnight Rockers. Après avoir remporté quelques titres de la NWA, le duo est passé à l'American Wrestling Association et a remporté d'autres championnats par équipe, jusqu'à ce qu'ils soient signés par la WWE en 1988, où ils sont devenus connus sous le nom de The Rockers. En l'espace de quelques années, Jannetty et Michaels sont devenus la meilleure équipe de l'âge d'or de la WWE. Jusqu'en décembre 1990, lorsqu'un mouvement de finition raté de Jannetty, le Rocker Dropper, finit par paralyser Chuck Austin de façon permanente. Cela incite l'équipe créative de la WWE à lancer un angle qui mènera à la séparation des Rockers à l'écran. L'histoire s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année 1991, date à laquelle les deux hommes devaient s'affronter dans un match en tête-à-tête à WrestleMania 8. Ce match n'a jamais eu lieu car Marty a été arrêté après une altercation avec la police en janvier 1992 et accusé de possession de cocaïne, de possession d'attirail de drogue et d'avoir résisté à l'arrestation par la force. Il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et est condamné à 6 mois d'assignation à résidence, ce qui conduit à sa première libération de la WWE. Quelques mois après la fin de son assignation à résidence, il est réengagé par la WWE en tant qu'athlète solo. Au cours de cette période, Jannetty a remporté le championnat intercontinental et sa querelle avec Shawn Michaels a été relancée. Mais moins d'1 an plus tard, il est à nouveau licencié pour s'être présenté ivre à ce qui aurait dû être un match à grand spectacle. En mai 1993, vous l'avez deviné, Jannetty est revenu à la WWE. Cette fois-ci, il n'a pas été libéré. Il a littéralement disparu de la scène du catch pendant plus d'1 an. La WWE n'a jamais donné d'explication, mais la raison la plus probable est que Charles Austin, le gars que le coup raté de Jannetty avait paralysé, a porté plainte contre lui. La prochaine fois que nous avons vu Marty, c'était en 1995, lorsqu'il a fait quelques apparitions dans la ECW, et juste comme si la WWE attendait qu'il refasse surface, il a fait un autre retour choquant. On pourrait même dire qu'il s'agit de son premier retour inutile, puisqu'il n'a duré qu'1 an et qu'il s'agissait essentiellement d'un changement de visage, d'un partenariat infructueux avec Razor Ramon, et d'un affrontement contre le Million Dollar Man, Ted DiBiase, Psycho Sid et le 1-2-3 Kid. Oh oui, il a également formé une équipe de tag appelée les New Rockers lorsqu'il s'est associé à Cassidy. Disons simplement que le duo était si mauvais que Jannetty a supplié pour que l'équipe soit séparée et lorsque la direction a refusé, il a demandé à être libéré. Il a ensuite passé presque toute une décennie à travailler sur le circuit indépendant, quand il n'était pas en train de faire un autre hiatus inexpliqué. Aussi difficile que cela puisse paraître, son pire retour à la WWE était encore à venir. En mars 2005, Jannetty est revenu à la WWE pour ce qui était censé être une réunion unique avec son ancien partenaire de tag team, Shawn Michaels. Le duo utilise leur nom emblématique The Rockers pour la première fois depuis plus d'1 décennie et Jannetty remporte la victoire contre la résistance de Sylvain Grenier et Rob Conway. Tout ce que ce retour a offert aux fans, c'est un sentiment de nostalgie. Rien de plus. Peut-être quelque chose de moins. Jannetty a fait quelques autres apparitions contre des personnalités comme Kurt Angle avant d'être à nouveau arrêté, ce qui l'a empêché de respecter les engagements de son contrat
avec la WWE et l'a conduit à être libéré. Environ un an plus tard, la WWE a annoncé qu'elle avait rompu tous les liens professionnels avec Jannetty sans aucune forme d'explication. Quelle que soit la vérité derrière cette annonce, ce n'était probablement pas un problème majeur car, en septembre 2007, la WWE a annoncé qu'il avait signé un nouveau contrat et qu'il reviendrait en tant que vétéran pour travailler avec de jeunes talents. Quelques semaines plus tard, la rumeur a couru qu'il avait été à nouveau libéré, mais Jannetty a démenti l'information sur sa page MySpace. Marty Jannetty et la WWE ont poursuivi leur relation intermittente pendant quelques années encore jusqu'en octobre 2009, date à laquelle il a fait sa dernière apparition au sein de la compagnie dans une défaite contre The Miz. Bien qu'il ait fait des apparitions sur le circuit indépendant jusqu'en 2017, les dernières nouvelles de Marty Jannetty sont qu'il s'est complètement ruiné en raison de son style de vie festif et de ses problèmes de toxicomanie. Si ruiné qu'en 2019, il avait besoin d'une opération de la cheville et était trop ruiné pour se l'offrir. C'est vraiment fou que ce mec ait passé un total de plus de 10 ans à la WWE et qu'il ait été viré plus de fois qu'il n'a gagné de titres majeurs en solo. Et même s'il a 64 ans aujourd'hui, on ne peut pas exclure un nouveau comeback, en espérant qu'il ne se produise jamais. Ensuite, nous avons un gars avec une histoire très similaire de multiples passages à la WWE et de retours ratés, The British Bulldog, ou, comme certains le connaissent, Davey Boy Smith. Vous devrez peut-être faire appel à votre père pour cette question, car David Smith a commencé à catcher bien avant, en 1978. Cousin d'une autre ancienne superstar de la WWE, le Dynamite Kid, Smith a commencé à catcher au Royaume-Uni alors qu'il était adolescent. Au cours de ses premières années, il est repéré à de nombreuses reprises et finit par se frayer un chemin vers des promotions plus reconnues comme la Stampede Wrestling. Là, il s'associe à son cousin aîné Dynamite Kid pour former une équipe appelée les British Bulldogs. Peu de temps après, la WWE s'empare du duo en 1984. Au cours des 2 années suivantes, les Bulldogs sont devenus champions par équipe de la WWE qu'ils ont conservé pendant près de 9 mois. Ils quittent finalement la WWE en 1988 en raison de problèmes en coulisses avec les Fabulous Rougeau Brothers. Ensemble, ils retournent à la Stampede Wrestling puis à la All Japan Pro Wrestling pendant 2 ans, mais en 1990, lorsqu'ils font leur retour à la WWE, seul Smith revient, déposant une marque de commerce sous le nom de The British Bulldog. Les 2 années suivantes ont été un peu moins impressionnantes que sa première expérience à la WWE, mais il a eu un grand nombre de fans au Royaume-Uni et a aidé la WWE à gagner une plus grande base de fans en dehors des États-Unis, donc on ne peut pas vraiment dire qu'il a échoué cette fois-ci. De plus, il a également remporté le championnat intercontinental et n'a été libéré qu'en raison de rumeurs concernant son implication dans le scandale des stéroïdes en cours au sein de la compagnie. Un certain nombre de périodes de courte durée dans d'autres promotions ont suivi. 1 an à l'ECW, moins d'1 an à la WCW et à l'All Japan Pro Wrestling, et quelque temps dans son pays d'origine, l'Angleterre. Il fait son 2e retour à la WWE en 1994 et s'implique dans une querelle familiale entre Bret et Owen Hart. Cette période s'est avérée être la plus fructueuse de sa carrière solo au sein de la compagnie, non pas en raison des titres qu'il a remportés, mais en raison du rôle important qu'il a joué dans l'intrigue des frères Hart au moment où ils étaient au sommet de leur carrière. La seule raison pour laquelle ce parcours parfait a pris fin a été le tristement célèbre Montreal Screwjob. McMahon et Shawn Michaels ont essentiellement trompé Bret Hart en le privant d'un titre de champion. Pour plus de détails sur la saga du Screwjob, consultez notre vidéo intitulée « Pourquoi Shawn Michaels était le catcheur le plus détesté des années 90 ». La loyauté de Smith envers Bret Hart l'a amené à décider de suivre Hart dans son départ de la WWE, même si cela signifiait qu'il devait payer une somme assez importante. Aux côtés de Hart,
Smith retourne à la WCW. Mais une blessure malheureuse le laisse paralysé pendant 6 mois, ce qui pousse la compagnie à le libérer. David Smith avait déjà suffisamment de raisons de quitter la WWE un peu plus d'1 an avant sa dernière sortie. Et avec le recul, il aurait probablement dû s'en tenir à son sens moral et rester à l'écart de la compagnie de McMahon. En fin de compte, il ne s'en est pas tenu à ses oignons et est revenu à la WWE en septembre 1999. La compagnie venait d'entrer dans l'attitude era et espérait que le British Bulldog continuerait son chemin et deviendrait l'un de ses meilleurs talents. Et pour être franc, ce n'était pas une trop grande attente de la part de la direction. Après tout, ce mec avait été l'un des meilleurs catcheurs techniques de la fin des années 80 et du début des années 90. Certains disent même qu'il était aussi bon technicien que Bret Hart, considéré comme l'un des plus grands de tous les temps. Les compétences et les qualités athlétiques de Smith sur le ring ont été l'une des principales raisons pour lesquelles sa storyline en tant qu'affilié des Hart Brothers a excellé comme elle l'a fait lors de son précédent passage. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme tout le monde l'espérait. La blessure subie l'année précédente, ses problèmes de toxicomanie ou tout simplement une histoire mal ficelée sont autant de raisons pour lesquelles il est difficile de mettre le doigt sur ce qui a causé une période aussi difficile pour David Smith. Ce qui est flagrant, c'est que Smith n'est plus que l'ombre de lui-même et qu'il n'est plus capable d'offrir un pourcentage des performances pour lesquelles il était connu. Après avoir été exclu d'une storyline avec The Rock, sa mauvaise passe l'a tellement affaibli qu'il a dû faire équipe avec des gens comme le Mean Street Posse et Catcher contre Crash Holly, tout cela moins d'1 an après son retour dans la compagnie. Finalement, en 2000, il a été libéré de la promotion basée à Stanford après avoir été mandaté par Vince McMahon pour suivre un programme de réhabilitation. Après sa sortie de désintoxication, il a fait quelques apparitions sur le circuit indépendant et aurait envisagé de retenter sa chance à la WWE. Malheureusement, il n'a jamais eu l'occasion de redorer son blason à la WWE, puisqu'il est décédé 2 ans plus tard. Le dernier sur notre liste est un certain Tatanka. Si vous n'avez pas l'habitude de regarder les gars qui sont dans la compagnie avec des contrats de légende, personne ne vous blâmera de ne pas être familier avec ce nom. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas été un catcheur de premier plan à l'époque de sa splendeur. La seule raison pour laquelle il est devenu catcheur est son manque de passion pour quoi que ce soit. Ce mec a fait carrière dans le bodybuilding dans ses premières années, puis s'est mis à jouer au football et était si bon à ce jeu que l'équipe NFL des Miami Dolphins lui a offert un contrat, qu'il a refusé parce qu'il avait un emploi mieux rémunéré en vendant des places d'adhésion dans un club de santé. Ensuite, Chavis a choisi une carrière dans la comptabilité, et c'est à ce moment-là qu'il s'est intéressé au catch professionnel, et peu de temps après, il a été engagé par la WWE en 1991. S'il y a bien une chose à retenir du catch de la fin des années 80 et du début des années 90, c'est que plus c'est gros, mieux c'est. Ce n'était pas toujours vrai, mais c'était un pari que toutes les promotions étaient prêtes à prendre. Et en 1991, Chavis était un homme bien bâti de 6 pieds 2 qui pesait près de 300 livres. Alors oui, il était grand. Et McMahon aime ça. Après quelques matchs d'essai avec des catcheurs de milieu de tableau et quelques spectacles à domicile, il adopte la gimmick de Tatanka, un guerrier tribal Lumbee, et fait ses débuts en direct à la télévision en février 1992. C'est peut-être à cause de sa solide carrure, de sa danse et de son cri de guerre emblématique, ou simplement parce qu'il avait l'air cool avec une raie rouge teinte au milieu de ses cheveux, dans un style mohawk. Quelle que soit la raison, Tatanka est immédiatement devenu le favori des fans. Voyant cela, l'équipe créative l'a poussé à devenir une bête invincible à la télévision de la WWE. Pendant plus d'1 an, ce mec n'a jamais perdu un seul match, que ce soit par soumission ou par clouage. Les seules défaites qu'il a subies pendant toute cette période étaient des house shows. Ce parcours emblématique a duré jusqu'à la fin de l'année 1993 et a vu ce mec remporter la bataille royale du 40-man Bashed Show in the USA,
et gagner un match pour le titre de champion intercontinental de la WWF contre Shawn Michaels, bien qu'il l'ait gagné par disqualification. Après sa première défaite en octobre 1993, l'engouement autour de Tatanka s'est en quelque sorte estompé, mais il est resté dans le roster principal jusqu'en 1996, date à laquelle il a demandé à être libéré de son contrat. Pourquoi? Eh bien, il a déclaré qu'il avait besoin d'un emploi du temps plus léger afin de pouvoir passer plus de temps avec sa famille, tout en mentionnant qu'il avait quelques problèmes spirituels à régler. Il a continué à travailler sur le circuit indépendant pendant les 7 années suivantes avant de s'éloigner du catch et de disparaître des yeux du public pendant plus de 2 ans. Vous vous souvenez des films Batman de Christopher Nolan, lorsque Bruce Wayne disparaissait des yeux du public pendant un certain temps afin d'acquérir les compétences nécessaires pour devenir Batman? Eh bien, il semble que Tatanka ait fait tout le contraire. Lorsqu'il a refait surface et signé à nouveau avec la WWE, Chavis n'avait plus rien à voir avec ce qu'il était auparavant. D'une apparition surprise ponctuelle, il est devenu un habitué des house shows avant de faire son retour télévisé lors du Royal Rumble 2006. Ses performances ont diminué et les fans se sont manifestement lassés de ses spectacles. La compagnie a tenté de l'aider à remonter la pente en l'associant à Matt Hardy en tant que partenaire surprise à No Way Out 2006. Mais cela s'est retourné contre elle. Comme les fans s'attendaient à ce que le partenaire surprise soit le retour de Jeff, le frère de Matt, ils n'ont pas caché leur déception lorsque Tatanka a fait son apparition. De nombreuses huées ont suivi ce match, puis le suivant, et encore le suivant, et encore le suivant. Finalement, Tatanka a entamé une série de défaites et a dû demander à être libéré de son contrat en janvier 2007. On pourrait penser qu'il a appris de cette expérience, mais apparemment, ce n'est pas le cas, car ce type a fait de nombreuses autres apparitions surprises qui ont toutes été un échec cuisant. On se souvient notamment de son retour en 2016 à WrestleMania 32 lors de la Andre the Giant Memorial Battle Royale. Disons qu'il était tellement délavé que même les commentateurs n'ont pas réalisé qu'il était dans le match jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Et zut, il est toujours à la WWE aujourd'hui, signé pour un contrat de légende, et sa dernière apparition a été lors de la Rio Legends Night en janvier 2021. Selon vous, lequel de ces comebacks était le pire? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires, et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.